Et coucou YouTube. Et bienvenue sur cette VOD des contes et légendes du mois de mai. Où on va lire... Ya, là, j'ai réussi. Les contes de l'Ardenne mystérieuse. Ah ok, oui, c'est juste pour fixer, effectivement, pas connectique, oui. On est d'accord. Toujours aux éditions Ozu, mais cette fois-ci c'est Ozu Belgique. Et donc on a une dizaine de contes ce soir, des Ardennes. Donc le bouquin est beaucoup plus fin, donc normalement on le finit ce soir celui-là. Je pense pas que ce sera comme les autres qui nous durent un petit moment. L'autre, je sais déjà qu'on en a au moins pour 2-3 streams. Je pense même qu'il y aura un stream, une soirée contes et légendes qui sera uniquement dédiée à un conte. Tellement il m'a l'air épais. C'est, je peux déjà vous l'annoncer, c'est donc le bouquin qu'on lira après. YouTube, pardon. Je voulais pas montrer YouTube, je l'ai montré à Twitch, mais je l'ai pas montré à YouTube. On lira les plus belles légendes du Moyen-Âge. Et parmi ces plus belles légendes-là, il y a la table ronde. Et ça, ce que j'ai vu, ça a l'air assez épais. Je crois que c'est une petite 60aine de pages quand même. Donc, ouais. Ça prendra peut-être un stream juste de lire ça. On verra. Changer l'écran et le pavé tactile. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait ça sur la Vita. C'est vrai qu'il y avait du tactile qu'il n'y avait pas sur la PSP. C'est ça le truc. Ça n'existe plus les consoles comme ça, c'est dommage. Il y a que Nintendo qui tente un truc comme ça avec la Switch. Je veux dire console portable, je veux dire... tous les autres ils ont arrêté. Xbox a jamais essayé. Bref. Je vous propose de lire la première histoire. Ça s'appelle... Le cheval Bayard et les 4 fils Aymon. A-Y-M-O-N, Aymon, je ne sais pas. Emparez-vous des frères Aymon, vociféra Charlemagne. Charlemagne, l'empereur, régnait il y a bien longtemps sur les terres d'Ardennes. Dirigeant redouté autant que renommé, il avait accompli de grandes choses. On murmurait même qu'il avait inventé l'école. L'empereur pouvait se montrer un ennemi redoutable, et les frères Aymon, allaient le découvrir à leurs dépens. À la suite d'une dispute avec le neveu de Charlemagne, ils durent s'enfuir du palais de ce dernier, par crainte d'y être emprisonnés. Heureusement pour eux, ils disposaient de quelques atouts. Une forteresse presque imprenable sur les bords de la Meuse, l'appui d'un magicien qui les aidait, et enfin, Bayard. Bayard, c'était un chevalier extraordinaire, au dos si large qu'il accueillait les 4 frères sans problème. Il pouvait courir toute la nuit durant. On prétendait même que, pour échapper à l'empereur, il avait franchi d'un bond la Meuse à Namur. Le rocher, qui depuis porte le nom de Bayard, aurait été fendu à la suite d'un de ses coups de sabot. C'est dire si le cheval avait une réputation fantastique. Néanmoins, Charlemagne était malin. Apprenant que les frères s'étaient retranchés dans leur forteresse, il décida d'y envoyer un traître. Hervieux, c'était son nom, se présenta donc au château des Aymon, pleurant que l'empereur lui en voulait à lui aussi. « Ouvrez-moi » supplia-t-il. Quoi? Ah, ok. Non, c'était très mal écrit. « Ouvriez-moi » Ouvrez-moi. « Ouvrez-moi » supplia-t-il. « Renaud, l'aîné des frères. Ouvrez-moi et je vous servirai fidèlement. » Ému par ses plaintes, Renaud accepta. Bien mal lui en prit. La nuit suivante, le traître prit les gardes par surprise et leur fit ouvrir les portes du château. L'empereur n'attendait que ce moment pour s'emparer de la forteresse. « Amenez-moi les frères vivants !» À ces mots, Renaud comprit qu'ils avaient été trahis. « Réveillez-vous !
ordonna-t-il à ses frères en les secouant. Nous devons fuir. Heureusement, Bayard les attendait à l'écurie. Et, quand Bayard se mettait en route, galopant à travers les lignes ennemies, personne, pas même Charlemagne, ne pouvait l'arrêter. Cramponnés les uns aux autres, les frères Aymon entendaient les projectiles siffler à leurs oreilles. En vain, Bayard courait bien trop vite. Ce conflit entre Charlemagne et les frères Aymon dura encore de nombreuses années, jusqu'à ce que l'empereur, de guerre lasse, se résigne à faire la paix. Néanmoins, il avait une condition. Je veux que Bayard me soit remis. Renaud hésita, mais il finit par céder, contre la promesse qu'aucun mal ne serait fait à son valeureux compagnon. Hélas, Charlemagne avait menti. Il en voulait à Bayard, qu'il avait toujours empêché de mettre la main sur les frères Aymon. Y arriver. Aussi, ordonna-t-il que le cheval soit précipité dans la Meuse avec une lourde pierre au cou, qu'il se noie dedans. Mais c'était bien mal le connaître. Le cheval réussit à se libérer, à nager jusqu'à la rive et à galoper jusqu'au plus profond des forêts ardennaises. Aujourd'hui encore, on prétend qu'on peut entendre qu'on peut l'entendre hennir au crépuscule, cherchant inlassablement ses maîtres depuis longtemps disparus. Pauvre Bayard. Non, c'est vraiment des tout petits contes. Enfin, celui-là en tout cas était tout petit. Stream Deck OLED. Je t'avoue que c'est une console qui m'intéresse absolument pas, celle-là. Stream Deck. C'est pas du tout le style de console qui m'intéresse. Oups. On va voir s'il y aura des comptes un peu moins belges, peut-être plus sur la partie Ardennes française. Après, j'aime bien, j'ai regardé là, mais ils sont plus là. On a des comptes sur les Ardennes françaises, mais pour les lire, bonne chance. N'est-ce pas ? Bonne chance pour lire tout ça en ardennais. Vraiment. J'ai pas vraiment envie d'essayer de lire en ardennais. Donc, gnognon. On ne va pas lire en ardennais. Pète-toi ardennais. Ça peut être rigolo, mais le problème c'est qu'il faudrait que j'ai quelques notions en ardennais. Et ça, je sais pas. Je n'ai clairement pas. Chips. Allez. Propose le deuxième conte. La fée de la lienne. Dans la province de Liège, serpentant dans les vallées profondes, coule la Lienne. Petite par la taille, elle figure pourtant en première place dans nombre de contes et légendes. La plus charmante est sans doute celle de la fée de la rivière. À une lointaine époque, quand les seigneurs du lieu habitaient encore dans de fiers châteaux de pierre, vivait le jeune baron Rambert. Pour lui, point de fiers châteaux, point de richesse même. Il se révélait aussi pauvre que nombre de ses sujets. Mais il ne s'en préoccupait pas vraiment, préférant aux joies de la noblesse celle de mère nature, bien plus terrestre. C'est peut-être pour cette raison qu'un matin de printemps, alors qu'il s'apprêtait à tirer une flèche sur une biche, dans l'idée d'en faire son repas de midi, il fut touché par la beauté de la bête. Elle avait les plus beaux yeux qu'il ait jamais vus chez un animal. Rambert abaissa son arc et murmura « Va donc, je t'épargne. » Quelques heures plus tard, fatigué de sa promenade,
il s'installa au bord de la Lienne et s'y endormit. Il rêva d'une merveilleuse jeune femme, aux longs cheveux blonds, au regard aussi clair que les eaux de la rivière, et qui lui souriait. Il se réveilla brusquement et aperçut aussitôt la jeune femme de son rêve, qui le dévisageait en silence. « Ce n'était donc point un songe !» s'écria-t-il, ébloui par la beauté de l'inconnue. Elle était accompagnée d'une petite chèvre au poil d'or. Conquis, Rambert s'agenouilla aux pieds de l'étrangère. « Épouse-moi !» La jeune femme se mit à rire. « Tu ne sais même pas qui je suis ? » ?»« Je sais que tu feras mon bonheur si tu acceptes, » répondit Rambert. « C'est suffisant ?»« Peut-être pas, » répliqua-t-elle d'une voix douce. « Car vois-tu, je suis la fée de cette rivière, et je ne peux pas vivre toute ma vie auprès de toi, même si j'en avais l'envie. »« Combien de temps peux-tu m'accorder ?» demanda le jeune baron. « 5 ans, » répondit Lienne, car tel était son nom. Cette perspective ne découragea pas Rambert. Les jeunes gens furent bientôt mariés. Appelés par la fée, les Nutons leur bâtirent même une forteresse sur le rocher de Gribiémont. Un Nuton ? Je vais juste regarder, je n'ai jamais entendu ce terme-là. Qu'est-ce que c'est qu'un Nuton ? Pauline, c'est quoi un Nuton ? Ah, le Nuton est une petite créature du folklore et des croyances populaires des Ardennes françaises et de l'Ardenne belge. Très proche du lutin avec lequel il partage son origine linguistique. D'accord, donc c'est des genres lutins. Lutin nain, ça ressemble un peu à ça. D'accord, ok. Ils y vécurent heureux, avec la petite chèvre, dont les poils d'or suffisaient à faire la prospérité de la région. C'est des contes, Faucheur. Pensez donc à un animal dont le pelage, même fraîchement tondu, repoussait aussitôt. Mais cette idylle ne pouvait pas durer une éternité. Au 5e été passé en compagnie de Rambert, Lienne lui fit ses adieux. « Il est temps pour nous de nous quitter, amour. Je te laisse ma chèvre. Grâce à ses poils d'or, elle s'assurera que personne ne manque de rien. » Et sur un dernier baiser, elle disparut. Rambert, fou de chagrin, chercha longtemps Lienne sur les berges de la rivière. En vain. Le cœur triste, il finit par partir en Terre Sainte, aux côtés des croisés. Quant à la petite chèvre, il la céda à un ermite de la région. Tant que l'animal demeura avec lui, pourquoi j'ai mis une liaison demeura avec lui, la région fut prospère. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. La petite chèvre disparut un jour, elle aussi. On murmure qu'elle a fini par retrouver sa maîtresse sur les rives de la Lienne. Si vous vous promenez par là, tendez l'oreille. Peut-être l'entendrez-vous. C'est mignon. Une chèvre d'or. La Lienne. Alors regardons où se situe la Lienne. Alors, Lienne, rivière suisse ou Lienne, rivière belge? Ah oui, c'est une toute petite rivière. Ok, ah oui, elle est loin dans les Ardennes belges, effectivement. Ouais, vraiment du côté de Liège. Ouais, c'est vraiment une petite rivière qui jette dans la Meuse. D'accord, ok. Donc, va ensemble. Après, on parle de contes, hein. On parle de contes belges. D'ailleurs, faut que je regarde. J'avais souvenir qu'ils avaient. Attendez.
Oui, d'ailleurs, c'est ça que j'ai pas, et je comprendrai un jour. Un jour, je vous ferai la lecture des contes et légendes de Belgique. Ils ont aussi un livre comme ça, un conte, contes et légendes de Belgique. Attends, si je t'appuie, je te compte sur le... 140 pages quand même, enfin 140 articles. Les contes de Grimm intégral. Contes des légendes de Belgique. Oliver Twist et autres contes. C'est vrai qu'ils ont plein de contes comme ça. Comme dit, j'aime bien ce qu'ils font. Les plus beaux contes de mon enfance qu'on avait lus. Les plus beaux contes des Mille et une nuits qu'on lira aussi un jour. Ok. J'ai trouvé le calendrier de l'Avent pour Pauline. Contes et légendes du Nord version calendrier de l'Avent. C'est particulier, mais pourquoi pas. Par contre, c'est du Grand Nord, c'est pas du Nord français. Donc, ah, c'est Ozu. Contes et légendes écrits par moi-même, tu vas te dire, bah, envoie-moi le manuscrit, et puis je lirai déjà le manuscrit avant de le lire en public, parce que te connaissant, il faudra forcément une relecture avant. De peur qu'il y ait des choses pour... pas pour un certain public, justement. Mais ouais, j'ai encore beaucoup. Enfin, Ozu, je trouve, font vraiment de très bons livres. Et donc niveau histoire, là il y a aussi mes 10 histoires pour attendre pardon, Saint-Nicolas. Contes et légendes de Belgique pour les petits, bon, peut-être pas forcément lire, mais ils ont un truc sur les enquêtes de Sherlock Holmes. Mais le problème c'est que les histoires, les trucs de Sherlock Holmes, je les ai déjà. Putain, j'ai déjà en fait tous les livres Sherlock Holmes, je les ai tous déjà lus. J'avais acheté la collection complète. Les malheurs de Sophie. Mon dieu, j'avais pas vu qu'ils avaient les malheurs de Sophie. Mon dieu. Oh, juste 2-3 bombes nucléaires. Oui, mais il y aura autre chose, je pense. Donc, envoie-moi le manuscrit d'abord, Faucher. C'est un G ou c'est un S? J'arrive pas à lire là ce qu'ils ont été. Est-ce que c'est un G? Génial. Je pense que c'est un G. Oui, c'est un G. Avec des fautes d'orthographe. Ah bah ça, il y en aura plein. Enfin, après, sois rassuré, t'es pas le seul à en faire beaucoup. Donc, je connais beaucoup qui font beaucoup de fautes d'orthographe, de conjugaison, de grammaire, enfin des fautes de français, histoire d'être au plus large. Et ouais. C'est comme ça, hein. Lire beaucoup, ça aide. Franchement, lire beaucoup, ça aide à faire moins de fautes, je trouve. À force, tu t'habitues à voir les mots d'une certaine façon, et donc tu te dis « Ah, attends, ce mot-là, je l'ai pas vu comme ça », et donc à force, ça rentre. Ça, j'avoue que personnellement, pour ça, j'aimais beaucoup la lecture. C'est aussi pour ça que je lis beaucoup et que je fais des soirées Read With Me. Eh oui. Pas folle, la guêpe. Allez. Bien, pourquoi c'est un art? Ouais, non, mais là, c'est pas un art, c'est au-delà de ça. Donc, maintenant, je sais ce que c'est comme lettre. Donc, c'est le prochain conte. C'est la légende de Gustine Maca. À une époque si lointaine que personne, sauf les plus vieilles grand-mères, ne s'en souvient plus, un groupe d'amis monta à l'assaut du mont Bonalpha, dominant Visalme. Leur chef s'appelait Gangou, un grand garçon qui avait grande faim de myrtille. Ces petits fruits violets au bon goût sucré. Tous s'étaient munis d'un grand panier, car ils espéraient en cueillir à foison, à s'en remplir le ventre. Mais cette année-là, l'hiver avait été féroce et long. Le froid avait gelé la plupart des bourgeons. Les amis trouvaient des feuilles, des branches et même des épines, mais pas de fruits. Ils étaient tous fatigués d'avoir tant marché.
Ils avaient mal aux pieds. Et puis, la nuit n'allait pas tarder à tomber. Gangou, cependant, ne voulait rien entendre. « Cherchons encore, dit-il. » Tous le suivirent, quittant le chemin de pierre et s'enfonçant dans la forêt. Crac faisaient les pommes de pin sous leurs pas. Ouh, ouh, se saluaient les oiseaux au-dessus de leur tête, mais pas l'ombre d'une myrtille. Soudain, au détour d'un sentier, une silhouette toute de noir vêtue se dressa. Saisi de peur, le petit groupe recula. « Qui va là ?» demanda Gangou, prenant sa grosse voix. « Montre-toi !» La silhouette ôta lentement le capuchon lui couvrant la tête. Les amis soupirèrent de soulagement en apercevant une vieille femme aux cheveux gris, un peu voûtée. Elle les regardait en clignant des yeux, comme si elle était aussi myope qu'une taupe. « Je te connais !» s'écria Gangou. « Tu es Gustine Maka !» Ce que Gangou ne dit pas, c'est que Gustine était considérée avec méfiance au village. On la qualifiait de Macrale, comprenait une sorcière. Elle possédait, disait-on, le don de parler avec les animaux et fabriquer d'étranges potions. « C'est bien moi, » dit la vieille femme. « Que cherchez-vous donc dans la forêt, tout seul ?»« Des myrtilles, » répondit Gangou. « Et vous en avez trouvé ?» demanda Gustine. « Non, mais ce que j'ai trouvé, c'est un grand chat devant moi. » Non, ça c'est sorti, c'est pas vraiment dans le texte. Hein, Fox? Oups, oh, attends. Voilà. Tu viens, grand chat? Waouh! Dis bonjour. Parce qu'ils t'ont vu passer, mais ils n'ont pas vu ton petit museau. Monsieur qui a été tondu. Il est à moitié tondu. Aïe. Il avait des nœuds, il a été tondu quasiment tout l'arrière-train. Donc, où en étais-je? Ah oui, vous en avez trouvé, demanda Gustine. Les amis secouèrent la tête. Heureusement pour vous, moi j'en ai, s'écria la vieille femme, qui sortit de sous son épaisse cape un panier rempli à ras-bord. Des fruits et encore des fruits. Il y avait même une bouteille de tcha-tcha, la boisson du village. C'était à peine croyable. Voulez-vous en goûter? Plutôt 2 fois qu'une. Le petit groupe s'approcha de la vieille femme. On mangea, on trinqua. Quel festin! Soudain... Oh! Aïe! Gangou, à l'aide! Mais Gangou ne pouvait plus leur répondre. Il ne se sentait pas bien. Ce qu'il venait d'ingérer lui donnait mal au ventre. Il ouvrit la bouche sans qu'aucun son n'en sorte. Gustine Maka éclata alors de rire. Voilà ce qui arrive quand on veut davantage que ce que Dame Nature nous offre. Vous n'avez même pas senti que les fruits étaient emmacralés? Ah oui, vu que c'était une macrale, ok. C'est une macrale, donc ils sont emmacralés. Gangou comprit alors que tous venaient d'être ensorcelés. Attends, il y a mon compte sur Discord. Je regarde ça, on est sur la fin là. Aujourd'hui encore, en souvenir de Gangou et de ses amis, une fête de la myrtille est célébrée tous les ans en juillet à Ville-Salme. Mais méfiez-vous, les miracles sont aussi au rendez-vous. Oui, ton compte, mon Dieu.
C'est un tout petit conte. Il y a beaucoup de fautes, mais ça passe. Donc il était une fois un Loyauty SDF qui a rencontré Solid Snake et ont fait péter le Metal Gear faisant un barbecue ensemble. Loyauty recevait une mission et devait faire exploser une centrale nucléaire. Snake chantait Pon Pon Shit et Loyauty s'est mis à chanter Je possède des thunes en allant vers la centrale nucléaire. Loyauty, en tant que SDF, sans dégâts fixes, n'a fait aucun dégât au réacteur nucléaire. Solid Snake a tout fait exploser. Même Loyauty. Et c'est une fin heureuse ou pas? Ben, c'est une fin heureuse pour Snake, mais pas vraiment pour Loyauty. T'es irrécupérable, Pocha. Je sais pas ce qu'on va faire de toi. Hein. Ah, ça manque un peu d'une petite morale à la fin. Enfin, là, j'ai envie de dire, il n'y en a pas non plus sur les 4 qu'on a lus, il n'y en a pas non plus des morales. Elles sont assez classiques. Oui, c'est pas... Sur les 3, pardon, qu'on a lus. C'est pas... Voilà, c'est pas... C'est pas dégueu. C'est pas dégueu. C'est pas le conte qui va révolutionner l'univers du conte oral, mais ça passe. Donc c'est acceptable. C'est acceptable. Alors attendez, il y a un grand chat qui revient. Qu'est-ce qu'on fait, Fox? Tu veux remonter? Qu'est-ce que tu fais? Oui, ça veut dire « Hé, je veux remonter ». Faudrait le redire à Ezekiel. Au pire, tu peux lui envoyer. Reste, t'empêche de lui envoyer. Oh, pardon, Fox, c'était ta queue. Allez, là, il y a un petit chat. Par qu'elle l'a embêté pendant qu'il était en train de manger. Je le sens venir comme... Elle m'a pas un ami. Ah! Écoute, fais-mi penser quand elle arrive. En attendant, on va pouvoir lire Blancou et les cloches. Perdu entre Liège et la province du Luxembourg, se niche le hameau de Chêne-Alpierre. Si, à présent, il ne subsiste plus que quelques maisons, il s'agissait autrefois d'un vrai petit village, avec son église, sa place centrale, et bien sûr, ses habitants. Et parmi ceux-ci, il y avait un dénommé Blancou, qui était vraiment un personnage. Fort comme 2 hommes, joyeux comme un pinson. Il avait cependant de grands défauts. Non seulement il était bien distrait, un jour, il avait failli oublier ses bretelles. Vous jugez de l'effet si son pantalon lui était tombé sur les chevilles en public. Mais il était aussi très gourmand. Bonne chair comme bonne bière. Tout lui semblait bon. Et il n'y avait point de période, même à l'approche de Noël, pendant laquelle il réfréna son appétit. Un certain 23 décembre, alors qu'un froid vif avait assailli le village, que la neige tombait à gros flocons, Blancou s'en alla sonner les cloches de l'église pour l'angélus du soir. Notre Blancou avait encore fait ripaille ce soir-là. Conclusion, il ne marchait plus très droit. Il avait même oublié de laver ses mains, avec lesquelles il avait manipulé viandes et charcuteries bien saignantes. Qu'à cela ne tienne, Blancou pénétra dans l'église, se signa et activa les cloches. Sa besogne faite, il sortit de l'édifice et oublia de refermer les portes. Plus tard, dans la nuit d'hiver, tout était tranquille. Chacun dormant dans son lit de plumes, en sûreté dans sa maison. Jusqu'au moment où, soudain, on entendit les cloches sonner. Réveillés en sursaut, les villageois clignèrent des yeux, se demandant « Est-ce donc déjà le matin ?»
mais point de lumière à l'horizon. N'osant s'approcher de l'édifice, certains villageois terrifiés allèrent plutôt réveiller Blancou, qui ronflait à qui mieux mieux, sans même entendre le bruit. Après avoir repris ses esprits, notre homme déclara « Diable ou pas, je m'en vais lui faire passer l'envie de nous réveiller en pleine nuit. » Et le voilà donc parti droit vers l'église, tout le village le suivant à une distance prudente. J'ai du mal sur ces... À une distance prudente, j'ai du mal, je sais pas pourquoi ça voulait pas. Pixel aussi, il faut la suivre à une distance prudente. Blancou ouvrit les portes entrebâillées d'un fort coup de pied. Et à la lueur blafarde répandue par la pleine lune, quelle scène découvrit-on? Hormis un petit chat qui était en train de me lécher le bras. 4 gros loups qui s'acharnaient sur les cordes des cloches. « Mon Dieu !» s'écria Blancou, réalisant alors son erreur. « Ils ont dû être attirés par l'odeur du sang. Voilà ce que ça coûte de ne pas se laver les mains. » Les loups, trompés par leur odorat, avaient dû confondre les cordes des cloches avec d'appétissants saucissons et boudins. Cela expliquait le raffut en pleine nuit. Surpris et déroutés, les loups déguerpirent aussitôt. Quant à Blancou, il jura désormais d'être aussi sobre et propre qu'un moineau. L'histoire ne dit pas s'il tint sa promesse. Un pixel. Et pouf, tu vas descendre. Pauline, elle est occupée sur un rapport de BTS, donc elle n'a pas écouté d'histoire. Je ne pense pas qu'elle ait raté grand-chose. Vraiment. Ça manquait... comment ça s'appelle? Ça manquait d'un schéma narratif. Situation initiale, éléments perturbateurs. Attends, je crois que c'est ça, les 5 éléments. Attends. Situation initiale, éléments perturbateurs, péripéties. Merde, les 2 derniers. Je sais qu'à la fin, c'est situation finale, conclusion, bref. Je crois qu'il y en a un 4e. Ah, mince. Ah, j'ai oublié. Résolution, c'est le dernier. Ah, je crois qu'il y en a un 4e. Résolution, situation finale. Élément perturbateur Snake. Non, l'élément perturbateur, c'était pas Snake. Attends, j'ai un doute. Le schéma narratif. Ouais, situation... Ah oui, effectivement. Situation initiale, élément perturbateur, péripéties, résolution, situation finale. Et effectivement. Pardon, Pauline. Mes souvenirs de collège. Je confirme. Ah, ça, c'est clairement... Je crois que c'est 6e. 6e ou 5e, je crois. Le schéma narratif habituel des contes. Donc tu vois, c'est même pas moi qui le dis, c'est le Wikidia. Le Wikipédia pour les 8-13 ans. Donc il faut que tu le rebosses avec ça. Donc note bien, Faucheur, il te faut une situation initiale, un élément perturbateur, des péripéties, un élément de résolution et une situation finale. Une fois que tu auras réussi à faire tout ça, tu auras un bon compte. Ou sinon, tu lis Le héros aux 1000 visages de Joseph Campbell. Donc, sérieux, t'as fait ton compte en speed? Je pensais pas, mais je pensais que ça faisait des années que tu... Je pensais que ça faisait minimum 1 an que tu t'avais dessus. Schéma actentiel. Qu'est-ce que c'est que ça, schéma actentiel? Une façon d'écrire les... Ah, les rôles d'un personnage dans une histoire. Ok. D'accord, oui. Les personnes qui aident, les personnes qui opposent, avec la quête et l'objet, le destinateur et le destinataire. D'accord, ok. C'est vrai que c'est un truc qu'on voit... Ça, on voit pas, par contre. Et maintenant, il faut que tu le refasses.
avec tous ces éléments-là. C'est important de les refaire. Oui, non, le rôle de Loyauty dans ton compte, il était pas très utile. Donc, il avait même pas le rôle du sidekick ou un truc dans le genre. Donc, non, Loyauty, tu peux l'enlever. Tu veux juste laisser Snake. Loyauty, il sert à rien dans le récit. Il rallonge plus qu'autre chose. Donc, enlève Loyauty du récit. Surtout si c'est Loyauty chinois SDF. Il est encore plus inutile. Donc, alors. La prochaine histoire, c'est la légende de Saint-Hubert. Niché au cœur de forêts impénétrables, où encore aujourd'hui, on peut entendre les cerfs bramer, Saint-Hubert est une fière cité. Mais savez-vous d'où elle tire son nom ? Car oui, le saint en question a bel et bien existé. La légende autour de sa personne se murmure encore, même au-delà de nos frontières. Il y a fort longtemps, au 8e siècle, pour être précis, au 8e siècle, on va le dire à la belge, le seigneur Hubert vivait sur ces terres. Il était noble, et en tant que tel, ne connaissait pas de meilleur loisir que la chasse. Même en temps de pluie, même quand la tempête soufflait dans la vallée, même quand la neige recouvrait les alentours de son épais manteau blanc, c'était plus fort que lui. Il lui fallait sortir. Cerfs, chevreuils, sangliers, même des loups, car il en existait encore dans la région à cette époque. Tout était bon. Le seigneur Hubert revenait avec ses trophées, gibier inerte pendant sur le dos des chevaux, rêvant déjà à sa prochaine proie. Néanmoins, cette passion faisait jaser dans le village, et même dans l'entourage du jeune seigneur. Réfrénez votre amour de la chasse, seigneur Hubert, et intéressez-vous un peu plus à ce qu'il se passe autour de vous. Mais Hubert faisait la sourde oreille et agissait comme bon lui semble. Tout cela prit fin, pourtant, un jour froid de printemps. C'était le vendredi saint, une fête religieuse importante, et les cloches de chaque église résonnaient dans la vallée entière. Chacun s'apprêtait à partir à la messe, quand... Hubert, vous n'allez quand même pas chasser aujourd'hui. C'était pourtant le cas. Hubert avait sellé son cheval, apprêté son arc et ses flèches, fait lâcher les chiens au pelage noir et feu et aux oreilles tombantes. Depuis lors, cette race a pris le nom de Saint-Hubert également. Ignorant les protestations autour de lui, il partit ventre à terre et s'enfonça dans la forêt. Il n'écoutait pas les chants des oiseaux au-dessus de sa tête. Il ignorait les murmures de la nature, se réveillant après le long hiver autour de lui. Rien d'autre ne comptait que sa prochaine proie, qui se faisait pourtant attendre. Les chiens ne trouvaient pas de piste. Ils tournaient en rond. Hubert perdit patience, s'écriant « N'y a-t-il donc plus de cerfs dans cette forêt ?» À peine avait-il achevé la phrase qu'un cerf apparut tout près de lui. La bête était magnifique. Le pelage roux-brun, une couronne imposante de bois au-dessus de sa tête. Mais ce qui frappa Hubert fut la croix qui brillait entre ses cornes. Une voix de tonnerre résonna soudain à ses oreilles. « Hubert, Hubert, jusqu'à quand poursuivras-tu les bêtes dans les forêts ? Tu veux donc perdre ton âme ?» Effrayé, Hubert s'agenouilla. « Seigneur, que faut-il que je fasse ?
Va donc auprès de l'évêque Lambert, reprit la voix. Convertis-toi avant qu'il ne soit trop tard. La voix disparut, le cerf aussi. Hubert demeura immobile, sous le choc de cette apparition. À cet instant, il se promit de ne plus jamais chasser. Il fit comme la voix l'avait ordonné. Il confessa ses péchés et devint prêtre. Il fut bientôt connu comme l'évêque Hubert et devint saint après sa mort. Le village qu'il avait connu chasseur devint bientôt une ville qui prit son nom. Aujourd'hui encore, tous les mois de novembre, on y perpétue le souvenir du cerf de Saint-Hubert par de grandes réjouissances, au cours desquelles on bénit même les animaux domestiques. Encore maintenant, on peut y voir une statue de cerf avec une croix brillant entre ses cornes. Il y a une race de chien qui s'appelle Saint-Hubert. Ça ne me dit absolument rien. Même la ville ne me dit absolument rien. J'ai mal écrit. Saint-Hubert. Ah oui, race de chien. Ah, cette race-là, ça s'appelle un Saint-Hubert. Ouais. Ok. Ils sont pas beaux. Non, ils sont pas spécialement beaux, on est d'accord. Est-ce que j'arriverai à... Ouais, non, l'image elle est trop petite. Tapez Saint-Hubert chien, vous allez voir. Ouais, je suis pas fan de cette race. Ils ont la peau qui tombe. Une peau un peu tombante comme ça. Ok, et la ville de Saint-Hubert, elle est où? Ok, je viens de découvrir qu'il y a un restaurant qui s'appelait Saint-Hubert, pas loin de chez moi. C'est pas du tout ce qui m'intéresse. Tapons Saint-Hubert sur Maps. Alors, c'est où ça? Ouais, j'ai écrit Saint-Hubert. Non, mais Saint-Hubert en Belgique. Ah, Saint-Hubert, c'est là. Eh, mais on est passé pas loin en plus. Attends, que je dise pas de bêtises. Ah non, oui, non, je passais loin. Je passais très loin de la ville de Saint-Hubert. J'ai passé en Belgique, mais en fait, l'autoroute me disait quelque chose, mais en fait, on sortait bien avant. Donc, ok, je vois où c'est. Je vois. Moi, je connaissais pas, comme dit, je connaissais la race, mais je savais pas qu'elle s'appelait Saint-Hubert. Mais ouais, non, c'est pas du tout mon style de chien, ça. Je vous dis, j'ai tout qui tombe, la peau qui tombe, il y a le truc là déjà ça tombe et tout. J'ai l'impression que c'est... Mon Dieu. Déjà que je suis pas très chien à la base, alors... Là, c'est encore pire, c'est encore pire. Ah, j'ai mal au pied. Alors. Propose de continuer. Nous allons découvrir l'or des fées. Qu'ils sont beaux, les bois surplombant la vallée où se niche le village d'Achouf. C'est le village qui fabrique la bière, je veux bien. Je crois que c'est un monastère, Chouf, si je dis pas de bêtises. Autrefois, on disait que les fées y avaient élu domicile. S'y aventurer n'était pas sans danger, car les hommes finissent toujours par se montrer bien trop curieux au goût de leur féerique voisine, comme le démontre l'histoire de Toussaint. La mort de son papa les avait plongés dans la pauvreté, sa maman et lui. Heureusement, un fermier l'avait embauché pour mener ses vaches au pré. Un jour de printemps, alors que les abeilles bourdonnaient de fleur en fleur, Toussaint eut la surprise de voir une magnifique vache brune, c'est bien comme ça, aux cornes élégantes, sortir de la forêt et rejoindre le troupeau. « Ça alors » s'exclama-t-il. « Je n'ai jamais vu une telle bête. À qui pouvait-elle appartenir ?» Toussaint s'approcha d'elle, hésitant.
La vache releva la tête et mit un doux meuglement. Ma foi, si tu n'as pas de propriétaire, je te prendrai bien avec moi. Le soir venu, Toussaint enroula une corde autour de l'encolure de la vache et prit la direction du village, cœur battant d'excitation. Il imaginait déjà la réaction de sa maman. Elle serait folle de joie. Un claquement sec retentit soudain à ses oreilles. La vache venait de se libérer. « Hé, attends !» cria le jeune homme. La bête l'ignora. Elle s'enfonça dans le sous-bois et disparut. Toussaint courut confier l'histoire à sa maman. Celle-ci farfouilla dans un coffre et en ressortit une chaîne solide, à large maillon. « Tiens, celle-là, aucune vache n'arrivera à la casser. » Le lendemain, la vache brune réapparut dans le pré. « Cette fois-ci, tu ne m'échapperas pas, » se promit Toussaint. Il noua solidement la chaîne. Mais arrivé au même endroit que la veille, la vache prit la poudre d'escampette, entraînant Toussaint dans une folle course. L'animal s'arrêta enfin face à l'entrée d'une grotte. D'où sortit une demoiselle belle comme le jour. « Ce doit être une fée, » pensa Toussaint, ébloui. « Tu as bien deviné, jeune homme, » lui dit-elle. « Je suis une fée, et ceci est ma vache. Je te remercie d'avoir veillé sur elle. Tu mérites une récompense. Reviens ici demain avec le plus grand sac que tu puisses trouver. » Aussitôt dit, aussitôt fait. Aussitôt fait. Toussaint revint le lendemain avec un immense sac. Pour ce faire, il avait vidé de sa paille le lit où il se couchait chaque soir. « Reviens ce soir, » lui dit la fée qui l'attendait devant la grotte. « La surprise se trouvera à l'intérieur. Mais attention, tu ne devras l'ouvrir que quand tu seras chez toi. D'accord ?» Toussaint promit. Le soir venu, quand il revint, le sac était plein à craquer. Quelle merveille la fée avait-elle donc glissé à l'intérieur ? Le jeune homme chargea le sac sur son épaule et partit. Son butin était lourd et sa curiosité de plus en plus aiguisée. Après tout, pourquoi ne pas faire une pause et jeter un coup d'œil à son contenu ? Toussaint ouvrit le sac et n'y trouva que de la paille. Une fois de plus, l'homme s'était montré trop curieux. Pourtant, en dépit de la désobéissance de Toussaint, la fée n'avait pas été entièrement cruelle. Dans les brins de paille s'étaient glissées quelques pièces d'or, mais pas de quoi constituer un trésor. Ah ça, la curiosité. J'en connais une qui est pareille et elle est actuellement derrière une porte. Un fixe. Et coucou Ézéchiel, comment vas-tu ? On a un conte à te lire, Ézéchiel. Et ça va, merci. Trop mangé ce midi, j'ai peut-être grignoté un petit truc tout à l'heure, mais beaucoup trop mangé ce midi. Oui, Faucheur a écrit un conte et il faut que je te le lise. Il veut ton avis éclairé. Oui, c'était resto ce midi. C'était mon frère. Non, pas hier. Avant-hier, ouais. Qui m'appelle et qui me dit vous faites un truc dimanche midi ? Je dis non. Ah, ben, vous êtes au resto, papa il a décidé. Ok. Soit. Je veux quoi ? Donc on a été au resto. Alors. Le petit conte de Monsieur Faucheur. Vous
Oui, bah bien sûr. Il était une fois un Loyauty SDF a rencontré Solid Snake et ont fait péter le Metal Gear en faisant un barbecue ensemble. Loyauty recevait une mission et devait faire exploser une centrale nucléaire. Snake chantait Pon Pon Shit et Loyauty s'est mis à chanter Je possède des thunes en allant vers la centrale nucléaire. Loyauty en tant que SDF, sans dégâts fixes, n'a fait aucun dégât au réacteur nucléaire. Solid Snake a tout fait exploser, même Loyauty. Et c'est une fin heureuse ou pas? Voilà, ça c'est le conte de Faucheur. Il faut qu'il le retravaille. On a vu le schéma narratif tout à l'heure. Situation initiale. Éléments perturbateurs, péripéties, résolution, situation finale. Donc, bah, comme j'ai dit, c'est une fin heureuse pour Snake parce qu'il a détruit le réacteur nucléaire. Bon, après, je plains les gens autour parce que si tu détruis un réacteur nucléaire, vive les conséquences autour. Mais voilà. Elle a pas dit qu'il était pas bien. J'ai dit que la fin est pas vraiment heureuse. Et non, on est d'accord, il manque des éléments. Donc, ça c'est juste le truc. C'est il manque 2-3 petits éléments. Histoire 2. Manque la petite situation. Parce que ta situation initiale, tu vois, tu l'as. Et merci Ezekiel pour le resub. 10 mois, mon dieu. Ça passe vite. Ça passe très vite. Mais ouais, la situation initiale, on l'a. Il était une fois un Loyauty SDF qui a rencontré Snake et ont fait péter le Metal Gear en faisant un barbecue ensemble. Ça, c'est la situation initiale. L'élément perturbateur, c'est que je reçois une mission. La seule péripétie qu'il y a, c'est que on chante en allant vers la centrale et que je fais pas de dégâts et qu'on la fait péter. Donc il n'y a pas de résolution ni de situation finale en fait, c'est ça le truc. Ça c'est les deux éléments qui manquent pour suivre le schéma narratif. C'est... Voilà, c'est ces deux éléments là. Ah. Et on n'est pas loin. On n'est pas loin, donc Merde. Je voulais faire un truc et je me suis raté. Que bon. Voilà. Donc tu vois, t'as juste ça à retravailler, Faucheur. Bah oui. Craignez au début, il serait moins de 18. Bah te connaissant, je me suis dit, voilà, il y a peut-être il y aura peut-être des choses moins de 18. Je me suis dit peut-être, dans le doute. C'est pour ça qu'au début, je l'ai lu pour moi et pas... et pas forcément à voix haute. Donc le clip a été fait. Je vous jure. On n'est jamais assez prudent. Je sais pas où est passé Pixel. Ouais, je viens de voir, j'ai vu que tu l'avais mis sur Discord. Ça, tu pourras garder une trace de ce compte. Tu pourras dire j'ai écrit un compte et Loyauty l'a lu. Donc allez, propose de passer au compte suivant. Pas le compte, ça sera pas le compte de Faucheur celui-là, je suis désolé. J'ai écrit un compte, ça finit mal OMG. Irrécupérable. Alors le prochain compte, ça s'appelle Berthe, fantôme de la roche. Se dressant sur un éperon rocheux, le château de la Roche en Ardennes domine la ville et l'ourthe coulant à son pied. Il fut le théâtre, il y a bien longtemps, d'une histoire assez rocambolesque. Le seigneur de l'époque voulait trouver un époux pour sa fille, la comtesse Berthe. Il organisa alors un grand tournoi de chevalerie, où tous les jeunes hommes de la région, et même d'ailleurs, viendraient tenter leur chance. Le père de Berthe ignorait cependant que le cœur de la jeune fille
ne battait pour un seul chevalier, ne battait que pour un seul chevalier, pardon, Waléran de Montaigu. Ce dernier, fort et valeureux, était sorti vainqueur de tous les combats. Et il en alla de même lors du tournoi. Je sais pas si c'est Waléran ou Valéran. Voilà, on va dire Waléran, comme la Wallonie. Waléran semblait tout simplement invincible. Il était presque certain qu'il allait être déclaré vainqueur et obtenir ainsi la main de Berthe. Quand soudain, je réclame le droit de participer. Tout le monde observa le nouveau venu. Il semblait tellement frêle dans son armure sombre. Waléran lui-même éclata de rire. « Battons-nous ensemble, chevalier mystère. Il n'y en aura pas pour longtemps. » Certain de sa victoire, il fonça vers son adversaire et ne le trouva point. Faisant preuve d'une habileté étonnante, le chevalier noir résistait aux assauts de Waléran. Il esquivait, frappait là où le chevalier ne l'attendait pas, le fatiguait en tournant autour de lui. Waléran s'épuisait sous le poids de son armure. Il fit une erreur de trop. Sans perdre un instant, le chevalier mystère se précipita sur lui et le désarma. Waléran avait perdu. Le chevalier mystère l'avait emporté. C'était à n'y rien comprendre. Berthe, à moitié évanouie de terreur et de tristesse, dut se résoudre à épouser un parfait inconnu, car le vainqueur du tournoi refusa de décliner son identité en public. Seule mon épouse saura qui je suis. La nuit venue, dans la chambre nuptiale, Berthe tremblait de tous ses membres. Qui donc se cachait sous le heaume ? La porte verrouillée derrière eux, le chevalier révéla enfin son visage. Berthe jeta un cri. « Mais vous êtes une femme ? Comtesse Alix de Salm, pour vous servir, » s'inclina la jeune femme. « Je ne comprends pas, » balbutia Berthe. « Pourquoi avoir combattu lors du tournoi ?»« Ce n'était pas pour vos beaux yeux, comtesse, » répondit Alix, « mais bien pour me venger de mon infidèle de fiancé. » Berthe dut s'asseoir tant le choc était grand. Votre fiancé ? J'étais promise à Waléran. Un détail qu'il a certainement omis de vous dire quand il vous courtisait, et qu'il combattait pour votre main, n'est-ce pas ? Berthe hocha la tête, complètement perdue. La tristesse d'avoir été trompée de cette manière disparut, laissant place à la fureur. « Ah, je voudrais le frapper !» s'écria-t-elle. Alix éclata de rire. « Ce sera chose faite demain matin. Telle que je la connais, Waléran voudra connaître l'identité de celui qui l'a vaincu. Et il assistera au petit déjeuner. Descendons ensemble dans la grande salle, et vous pourrez observer sa mine. Qu'en dites-vous ? Marché conclu !» s'écria Berthe. De Breuil, la comtesse. Ainsi fut-il fait. Et le lendemain matin, Waléran fut couvert de honte, en comprenant que son ancienne fiancée avait révélé sa perfidie à tous. Il s'enfuit, le rouge aux joues. Quant à Berthe et Alix, elles devinrent amies. Une amitié qui perdurera par-delà la mort. On raconte en effet que certains soirs d'été, on peut voir les silhouettes fantômes des deux jeunes femmes se promener sur les parapets du château. Une de Breuil, la comtesse. La famille de Salm. Nous, on a un château de... On avait un comté de Salm, je crois. Pas loin, un peu plus... Non, pas par là, par là-bas, littéralement. On a un château de Salm avec un comté. Il y avait un comté de Salm, pas loin de là où j'habite. Je crois que c'est comté de Salm, si je dis pas de bêtises. Le comté a disparu après la Révolution française, si je dis pas de bêtises.
Principauté de Salm. Ouais, principauté. Ah oui, c'était la principauté de Salm. Salm, elle s'appelait. Ça appartenait à la Lorraine. Il y a la famille de Salm qui vient du Luxembourg. Effectivement, je sais pas s'ils existent encore. Période depuis le XIe siècle, donc je pense que oui. Là, il y a 2 branches de Salm. Arbre dynastique, alors voyons voir. C'est compliqué à lire, mais 1416, 1784, je n'arrive pas. Enfin, ouais, attends. Compliqué. Je sais pas s'il y a encore une famille de Salm. Je peux pas dire le nom que je viens de lire actuellement parce que le patelin existe, mais je peux pas prononcer le nom. Mais ouais, nous, il y a une principauté de Salm. Et... Non, jusqu'en 1780... Ouais, 1700, jusqu'à la Révolution. De 1751 à 1793. Il y avait quand même pas mal de villes... Jusque, ouais, dans la vallée de la Bruche, dans les Vosges, enfin en Alsace. Non, c'est pas que le nom est compliqué, c'est qu'en fait, dans le nom de la ville, il y a un mot que je ne peux pas dire sur Twitch, mais qui correspond grosso merdo à une péripatéticienne. Dans le doute, j'ai pas vraiment envie de prononcer le mot. Oui. Voilà. Celui-là. Voilà. C'est péripatéticienne Lange. Le nom de la ville. Mais ça s'écrit avec 2 T. Mais ouais, voilà. C'est en Lorraine. Il y a... Après, je sais pas si c'est... Attendez. La grande question, c'est est-ce que c'est bien le patelin auquel je pense? Il y en a même 2. Il y a 2 patelins qui s'appellent comme ça. Ah, quoique, attendez, ça vient... Ah non, alors attendez. Et alors, ok. En fait, il y a 3 villes qui s'appellent comme ça. Ok. La ville dont sont originaires la famille de Salm, elle est actuellement en Sarre. Et donc, je ne prononcerai pas le nom non plus. Mais en gros, il y a 3 villes qui s'appellent Péripatéticienne-Lange. Une, c'est au lac. Une, c'est Léthionville. Et l'autre, en Allemagne, on l'appelle donc Péripatéticienne-Lange, les Sarlouis. Donc je ne dirai pas le nom. Mais voilà, donc il y a 3 villes qui portent ce nom-là. Je connaissais une. Je savais pas qu'il y en avait une autre près de Thionville. Mais elle est vraiment près de Thionville. Ah oui, elle est là. Ah oui, non, elle est... Oui, non, elle est pas... Non, elle est pas... elle est pas vraiment à côté de Thionville. Elle est au nord-est de Thionville. Elle est pas juste à côté. D'accord, ok. C'est pour ça que la ville me dit rien. Mais oui, il y a ce genre de ville. Ah ça... Comme dit, il y a une ville en Alsace. Pardon, si tu le traduis littéralement... Enfin, si tu traduis littéralement, c'est Cuville. Parce que la ville s'appelle Orgevillers. Et Orgevillers, Orge c'est le cul, et Villers, techniquement, c'est la ville. Donc, techniquement, c'est la ville du cul. Voilà. Sachez-le. C'est... Les origines de noms de villes, hein, c'est particulier. Non, j'avais découvert aussi que... c'était pas très loin de Belfort, je crois, entre Belfort et Montbé, si je dis pas de bêtises. Il y a une ville... C'est une... Maintenant, c'est une petite ville, mais à l'époque, c'était une très grande ville... sous l'époque romaine, où ils ont trouvé soi-disant le plus grand amphithéâtre romain de France, enfin de Gaulle à l'époque. Mais je saurais plus vous dire le nom du patelin. C'est un tout petit patelin. Mais attendez, si je tape peut-être, je sais pas si je tape amphithéâtre, peut-être qu'il me trouve un truc, je sais pas. Oui, mais je me trouve l'amphithéâtre de Belfort, mais et encore, je sais même pas ce que c'est. Oui, si, il me trouve un amphithéâtre dans Belfort, mais
Je sais plus le nom de la ville. Je viens de découvrir qu'il y a un patelin qui s'appelle littéralement Bretagne dans le territoire de Belfort. Allez. Mais ouais, voilà, c'est... faut que je retrouve le nom de ce patelin. Je l'ai découvert récemment et j'avoue que le nom ne m'est pas resté en tête. Faut que je recherche à nouveau. Ah bah tiens. La prochaine histoire, on sait maintenant ce que c'est. La prochaine histoire, ça s'appelle le Nuton de la Vinette. Et donc, on sait maintenant ce que c'est. Et c'est expliqué là. Ils auraient dû l'expliquer un peu avant. Pour ceux qui ne savent pas, vous allez découvrir ce que c'est qu'un Nuton. Donc, le Nuton de la Vinette. Connaissez-vous les Nutons ? Ce nom ne vous dit rien ? Pourtant, ils sont populaires en Ardennes. De petits hommes, de la taille d'un lutin des bois. Très serviables, mais également très susceptibles. Il vaut mieux s'en faire des amis, comme on va le voir dans l'histoire qui suit. Une femme venait de perdre son mari. Elle se retrouvait seule, avec 6 enfants et toute une ferme à gérer. « Comment vais-je donc y arriver ?» se lamentait-elle au bord du désespoir. Son aîné, François, voulut la réconforter. « Ne pleure donc pas, maman. Dès demain, j'irai chez mon oncle de Wanlin. Il a un cheval. Il ne refusera pas de me le prêter pour labourer notre champ. »« Tu as bon cœur, mon François, » répondit-elle. « Mais tout le monde n'est pas comme toi. » Qu'à cela ne tienne. Le jeune garçon partit dès le lendemain. Il arriva à la ferme de son oncle et lui demanda donc s'il pouvait lui prêter son cheval. L'homme, qui d'ordinaire répondait juste par oui ou par non, c'était ce dernier mot qui le plus souvent revenait dans sa bouche, devint soudain fort éloquent pour dire que c'était vraiment regrettable, mais qu'il ne pouvait pas le lui prêter. « J'aurais bien voulu t'aider, mon neveu, » conclut-il. « Tiens, prends ces quelques gaufres de ta tante. Au moins, tu n'auras pas fait le chemin pour rien. » François était fort déçu. Il s'en revenait donc chez lui, le cœur lourd, quand soudain... « Hé, dis donc, ce sont des gaufres que je sens dans mon sac. C'est que j'ai faim, moi. » Assis sur une souche, un Nuton, car c'en était bien un, regardait François, passant déjà une langue gourmande sur ses lèvres. Amusé par le petit homme, François lui céda volontiers ses friandises. « Grand merci !» lui répondit le Nuton avant de mordre dans une gaufre. Tout en mastiquant, il poursuivit. « Dis-moi, tu as l'air d'avoir des soucis ?» François lui expliqua alors le décès de son papa, les problèmes d'argent de sa maman, et surtout, on n'a même pas de cheval pour labourer le champ. « Oh, si ce n'est que ça, » répondit le Nuton, « nous allons nous en charger. » Et il disparut en un clin d'œil, laissant François éberlué. Il revint chez lui en courant et raconta ce qu'il s'était passé à sa mère. « Est-ce possible, » chuchota celle-ci, « qu'un massotté, car c'est ainsi que l'on appelait les Nutons là-bas, puisse nous aider ? » Mais oui. Le lendemain, François découvrit, yeux écarquillés de surprise, le champ parfaitement labouré. Il s'empressa d'aller remercier le Nuton. Au fil du temps, humain et lutin devinrent amis. Le Nuton lui donnait de bons conseils, et la ferme de François devint la plus prospère du pays. Et qu'advint-il de l'oncle qui n'avait pas voulu prêter son cheval, me direz-vous ? Son avarice ne fut pas récompensée,
car les malheurs se succédèrent chez lui. Son cheval fut mordu par un chien enragé. Ses récoltes pourrirent sur pied. Et même, le feu se déclencha dans sa grange. Était-ce là un coup des Newtons? Personne n'oserait le dire à voix haute. Ok. Merci les Newtons. Petit lutin. Ils sont bizarres les Newtons. Après on parle des Ardennes belges. Ils sont bizarres les Belges. N'est-ce pas Pauline? Juste un SWAT. Va pour un SWAT. Ils sont pas comme nous. Ils boivent du sirop de liège. Les Ardennes, c'est la région d'origine de Pauline. Non, Pauline, elle est née en Alsace, mais une partie de sa famille vient des Ardennes. Donc Pauline va vous parler dans le patois ardennais maintenant. Je parle ni ardennais ni alsacien. Et Nishti. Tu pourrais parler. Attends, parce que tes parents, ils ont été. Enfin, ta mère, elle a été. Attends, Algérie, Algérie. Sénégal, non? Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Vu que son grand-père était militaire. Et l'Allemagne aussi. C'est vrai qu'elle est née en Allemagne. J'ai jamais entendu ta mère parler allemand. C'est pas pareil. Ouais, c'est ce que je me disais. C'est ce que je me disais. Oui, bah en même temps, c'est qu'elle habitait à Kiel, donc c'est vrai qu'elle allait à Stras faire ses études. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est Mais vrai. le seul truc qu'elle savait, c'est plus vite, moins vite. En fait, elle faisait du. Oui, vu qu'elle faisait du sport, c'était juste les trucs du sport, ouais. Donc c'est le seul truc Oh, donne-moi cette petite Carpate. Ah ouais, elle est toute mimi. Donc oui, non, comme dit, on dirait elle a des origines ardennaises. Et du coup, un Newton, c'est un cousin de lutin. Bah, c'est le lutin, mais version ardennaise, quoi. Tout simplement. C'est comme ça qu'ils les appellent là-bas. Nous, en France, on dit lutin. Et ah, attendez, je viens de voir théâtre. Ah, si, je l'ai. J'ai retrouvé le nom du patelin. C'est Mandeur. Théâtre gallo-romain. Voilà, je l'ai. Ça s'appelle Mandeur. Voilà, je l'ai, le nom de la ville dont je vous ai parlé. Je viens de le retrouver. Je tapais amphithéâtre, en fait, il y avait écrit théâtre gallo-romain. C'est au sud de Sochaux-Montbéliard. Donc, littéralement au sud de Montbéliard. Théâtre gallo-romain. Voilà, j'ai retrouvé. Mais donc, ouais, elle a juste des origines ardennaises, mais comme dit, les grands-parents habitaient encore à Sedan il y a quelques années, donc. Ouais, je suis plus alsacienne. Oui, bien sûr, t'es plus alsacienne qu'ardennaise, t'as grandi en Alsace. De un, et de deux, mon grand-père ardennais a appris que son grand-père à lui était alsacien. Ah, donc en fait, oui. Ok. Donc en fait, ouais, il y a des origines ardennaises, mais en fait, c'est juste très vite fait, quoi. Bah, en fait, c'est du côté de ma grand-mère où on est plus ardennais. Ouais. Et encore, elle a une partie qui est belge. Ah, voilà, Et, tu vois, comme quoi, belge, tu vois, qu'est-ce que je disais. Et mon grand-père, c'est son grand-père était alsacien qui est allé en Belgique. Ok. Et du coup, son père à lui est allé trouver une femme dans les Ardennes. C'est compliqué pour rien, ta famille. Ouais, ça aime se balader. Dieu. Rester en Alsace, on est bien en Alsace. N'est-ce pas, Pauline, on est bien en Alsace? Du coup, la sœur de mon grand-père, elle Ouais. est aussi de la France. Oui, 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 non, mais après, ça arrive. Comme dit, j'ai bien aussi de la famille qui est du côté de Paris ou autre. Dans le même principe. Hein. Oui, mais oui, oui. Après, oui, c'est vrai que t'as une tante qui est dans le sud-ouest. Donc, une tante. Une grande tante. Une grande tante qui est dans le sud-ouest. Donc, j'ai bien une grande. La tante, elle est dans le nord. J'ai bien une grande tante qui est en Allemagne.
Tu l'as jamais vu. Si on pousse un peu, j'ai Il me semble pas. le beau-frère de ma tante Ouais. qui est en Thaïlande. Ah ouais, non, mais là tu pousses vraiment. C'est le beau-frère de ta tante, il n'y a aucun. Ouais, non, mais. Je parle comme ça. Alors, le neveu du cousin de mon oncle par alliance. Voilà, on peut partir très très loin. Hein. Donc. Un cousin de ma mère est au Portugal. Ouais, ça passe. Cousin de ta mère, tu vois, ça va. Il n'y a que 2 liens, donc ça passe. Si tu commences à me dire le neveu de l'oncle de ma tante, tu vois, là tu passes quand même 4 trucs, c'est chaud. C'est chaud. Donc, mais moi je crois que ma grande tante qui habite en Allemagne, tu l'as jamais vue. Peut-être que tu la verras. Je sais pas s'il l'a invitée pour samedi prochain. Je sais pas. Que... Elle me chatouille les pieds. Oui, elle est en train de te lécher les pieds. Bon, elle arrête, elle se relève. Non, non, elle part sur le côté. Allez, je propose de continuer avec les cloches englouties. Ah, on part au Luxembourg. Au fin fond de la province de Luxembourg demeure le hameau de Béthomont. Et si tout le monde aujourd'hui, ou presque, a oublié le nom de ce village, il a autrefois servi de théâtre à une bien curieuse histoire. Il y a bien longtemps, quand les voitures étaient encore rares sur les routes d'Ardennes, le curé d'un village voisin fut appelé au chevet d'une vieille femme. Il demanda l'aide de Bastien, son sacristain, et tous deux pédalèrent jusqu'à la maison en question. La confession de la vieille femme dura longtemps, si longtemps que quand elle s'acheva enfin, il faisait nuit noire. Heureusement, l'été commençait à peine. Le temps était doux, le ciel clair. Et grâce à la lanterne dont les 2 hommes s'étaient munis, ils ne risquaient pas de se perdre sur le chemin du retour. Ils grimpaient une côte particulièrement abrupte quand soudain, le sacristain mit pied à terre. « Que fais-tu donc » demanda le curé. « Écoutez, » dit le sacristain. « Vous n'entendez rien ?» Le curé, sans vouloir se l'avouer, était un peu dur d'oreille. « Non ?» Comme pour le faire mentir, un son grave troubla soudain la nuit. « Mais on dirait une cloche !» Le curé était abasourdi. Qui osait déranger ainsi le sommeil des braves gens ? « C'est la nuit de la Saint-Jean, » chuchota le sacristain. « Venez avec moi, mon père. Je vais vous montrer quelque chose de bien curieux. » Le curé, qui n'était plus tout jeune, commença à grommeler. Mais sa curiosité prit le dessus et il suivit Bastien. Ce dernier prit un sentier fort raide, menant droit au fond de la vallée. Ils durent descendre de vélo et continuer à pied. Le bruit de l'eau courante se fit plus fort, et une onde de fraîcheur parvint aux 2 hommes. Ils se trouvaient au bord d'un ruisseau. Et soudain, sur l'autre rive, dans une clairière... Ah ! S'exclama le curé, qui n'en croyait pas ses yeux. Chut, le réprimanda Bastien. Silence ! De l'autre côté du cours d'eau, donc, clairement visible aux yeux des 2 hommes, tout un village fantôme s'était brutalement réveillé. Des silhouettes d'hommes et de femmes, d'enfants, réunis en un long cortège, semblaient déverser dans un puits le contenu de plusieurs sacs très lourds. Le curé, n'en croyant pas ses yeux, des spectres. « Asseyez-vous donc dans l'herbe, » dit Bastien. « Je vais vous conter leur histoire, une fois que le grand chat sera passé. »
Qu'est-ce qu'on fait, Fox? Tu nous racontes l'histoire des spectres? Allez, Fox. On compte sur toi. Ils ont juste entendu que t'étais en train de te lécher. Enfin, moi, je l'ai entendu dans le casque. Je sais pas si vous l'avez entendu. Mais Fox qui se léchait les babines. Qu'est-ce qu'on fait, Fox? Fox, le micro, il est là. Faut que tu lui parles là-dedans. Là. Là, Fox. Fox, ici. Allez, j'ai compris. Bon, oui, mon grand chat. Tu veux descendre pour aller manger un petit bout? Oui. Oh, oui. Il est beau, Fox, par rapport au streamer. Mais c'est pas compliqué. Ça, vraiment, c'est pas compliqué. Hein, Foxouné, comme dit Xentos? Foxinouné, comme a dit un jour Pauline. Je vous jure. Et alors? Hein? Bon, oui, Fox. Je te fais descendre, comme ça je peux continuer à lire l'histoire. D'accord? Allez, viens. Waouh! Et ça va, Xentos? Allez. Je vais vous conter l'histoire des spectres. Ah. Bien longtemps auparavant, les habitants de Béthomont, apprenant qu'un ennemi s'approchait de leur village, avaient voulu enterrer le trésor de leur paroisse dans un puits profond. Ils y cachèrent aussi les cloches de leur église, révéla le sacristain. Hélas, aucun des habitants ne survécut au passage des soldats ennemis. Dès lors, tous les 24 juin, les cloches sonnent en souvenir du village qui n'est plus. « Et le trésor ?» demanda le curé. « Perdu à jamais, car le puits que vous voyez là disparaît dès que le jour se lève. Tout le monde essaie de le retrouver, mais nul n'y est jamais parvenu. Aujourd'hui encore, si vous vous promenez le 24 juin, le jour de la Saint-Jean, à la nuit tombée dans les environs de Béthomont, dressez l'oreille. Peut-être entendrez-vous l'écho de cloches sonnant en mémoire du village disparu. Qui des choses comme ça. C'est vrai que là, il n'y a pas beaucoup... Il y a pas... C'est des petites histoires des Ardennes. Il n'y a pas le... La petite morale ou autre. C'est dommage. Le truc, c'est qu'on est déjà à la dernière histoire. On arrive déjà à la dernière histoire. Là. Elles sont assez courtes. Donc... Mais je l'aime bien. C'est rigolo de lire des... C'est rigolo de lire des contes, d'ailleurs. Comme dit le prochain livre... C'est les plus belles histoires du Moyen-Âge. Donc, on aura le droit au roman de renard. Oui, il y aura le roman de renard, il y aura la chanson de Roland, les histoires de la table ronde, Tristan et Iseult, et... Ah, je sais plus. Une ou deux que je connais pas, que j'en ai jamais entendu parler. Ça, ce sera fin du mois... Je sais que j'ai dit tout à l'heure que... J'ai commencé la vidéo en disant que c'était la soirée contes et légendes du mois de mai, mais en fait non, c'est la soirée contes et légendes du mois d'avril, que les livres n'étaient pas encore arrivés. Donc c'est pas pareil. Je vous jure. Irrécupérable. Allez, propose de lire la dernière histoire qui s'appelle Le Moulin de Quareux. Q-U-A-2-R-E-U-X. Attendez, parce que je vois un grand chat qui arrive. Bah alors, Fox, t'as bien mangé? Bon, il est en train de se lécher les babines, il a assez mangé. Je pense qu'au bout d'un moment, il va revenir. Qu'est-ce qu'il y a, Pépère? Tu veux remonter? Il arrive. On recule un peu. Oui, il se met là, ça veut dire... Hé,
Tu me fais monter dans le coussin? Oui, Fox, on va te faire monter dans le coussin. Waouh, grand chat. Donc. Non, Fox, faut pas que t'ailles embêter Pauline. Ah non, tu vas aller derrière Pauline. Ok. Ça passe derrière Pauline. Poster ton clip sur YouTube? Bah, si t'avais refait l'histoire, oui. Là, je vois pas trop en quoi je le posterais sur YouTube. L'histoire, elle est pas sensationnelle. Si encore l'histoire elle avait été fofolle, oui, j'aurais posté le clip, mais là, c'est pas le cas. Mais t'as 3 semaines pour refaire l'histoire au cas où tu veux pour la prochaine soirée contre des légendes du 26. Tu peux essayer de d'écrire un conte un tout petit peu plus long avec plus d'éléments. Et là, celui-là, il y a possibilité que je le mette sur YouTube. Est-ce que ça te va, ce petit deal? Pas dommage, le Yeti chinois SDF. Là, je crois que t'avais même pas mis le Yeti chinois. Non, t'as pas mis de. T'as rien mis sur le Yeti chinois. T'as mis le Yeti SDF, mais t'as pas mis de. T'as pas mis le Yeti chinois. Donc, mais comme dit, t'as 3 semaines pour écrire un conte un tout petit peu plus développé. Où tu peux mettre, si tu veux, le Yeti chinois, mais comme dit, il faut qu'il ait un petit rôle. Alors, le Yeti SDF et le Yeti chinois, faut qu'ils aient un petit rôle. Ça va être juste un personnage qui croise, qui leur mettre des bâtons dans les roues, ce genre de choses. Ou tente un truc. Comme dit, t'as 3 semaines. T'as 3 semaines pour écrire un conte un tout petit peu plus long. Où t'as vraiment situation principale, éléments perturbateurs, péripéties, résolution et situation finale. Moi je crois en toi, faut les fautes, comme dit, pire on s'en fout. Mais voilà. Je sais que tu peux y arriver. Oui. Attends, je prends un petit coup. Puis après on va lire. Bref. Je suis en train de réfléchir à un truc, bref. Je regarderai ça après. Donc, dernier conte de cette soirée, qui s'appelle Le Moulin de Coireux. En se promenant le long du cours de l'Amblève, on peut voir, à travers les aulnes plantées au bord de la rivière, de grosses pierres à moitié submergées. Certaines d'entre elles, dans un endroit surnommé le fond de Coireux, font l'objet d'une bien étrange histoire. Il était une fois un moulin, dont l'activité suffisait à peine à faire vivre le meunier et sa famille. La meunière devait même parfois mendier pour nourrir les enfants. Un jour, une lettre providentielle leur parvint. Un oncle venait de mourir, et le meunier était mandé dans le cadre de l'héritage. L'homme, rêvant déjà de piles d'or, se mit en route. Hélas, quand il arriva, il constata que son oncle avait déjà presque tout dilapidé de son vivant. Il ne lui restait que quelques pauvres pièces d'argent. Sur le retour, la tristesse et la déception dans le cœur, il contempla le beau plateau de Esbaï, je sais pas, H-E-S-B-A-Y-E, Esbaï, je ne sais pas comment ça se prononce, avec tous ses moulins, dont les grandes ailes brassaient l'air sans relâche. Si seulement je pouvais en avoir un pareil, s'écria-t-il. Mais qui diable me donnerait de quoi le construire ? À peine avait-il fini sa phrase qu'un étranger apparut soudain à quelques pas de lui. Fort bien habillé, il ne lâchait pas le meunier des yeux. « Moi, si tu veux !» répondit-il. « Quoi ?» s'écria le meunier éberlué. « Pardon. Moi,
Je peux te construire un moulin, comme tu n'en auras jamais vu. Donne-moi une nuit. Je t'en promets un, en parfait état de marche, dès le lever du jour. Quel en sera le prix? Ton âme, meunier. L'homme comprit trop tard à qui il avait affaire. Il avait invoqué le diable, et celui-ci l'avait entendu. D'un autre côté, s'il pouvait avoir ce beau moulin et nourrir sa famille par ce billet, le meunier accepta. Quand il rentra chez lui, sa femme, le voyant tout joyeux, fut prise de méfiance. Petit à petit, elle lui tira les vers du nez. Et quand elle sut le marché qu'avait passé le meunier avec le diable, « Qu'as-tu donc fait ?» Toute la nuit, le diable et son armée de démons furent à pied d'œuvre. La vallée de l'Amblève résonnait de leurs cris, du vacarme des pierres qu'on taillait, des ailes qu'on assemblait. Au petit matin, alors que le soleil se levait à peine, le diable emmena le meunier au sommet de la vallée. « N'est-il pas le plus beau des moulins que tu aies jamais vu ? Il faut dire que l'ouvrage avait fière allure. En pierre de quartz, les ailes flambant neuves, il semblait dominer le paysage. Mais, objecta timidement le meunier, il ne fonctionne pas ? Le diable sursauta. En effet, le vent avait beau souffler, les ailes ne tournaient pas. Le diable avait perdu son marché, et donc le droit d'emporter l'âme du meunier. Qui ose ? C'est alors qu'il aperçut une silhouette, cramponnée de toutes ses forces à une des ailes, bloquant le mécanisme. C'était la femme du meunier, qui avait décidé de sauver l'âme de son époux en faisant échouer le marché passé avec le diable. De fureur, le diable tapa du pied et détruisit l'ouvrage sur le champ. Certaines pierres, dit-on, volèrent dans l'Amblève et y restèrent. Le meunier remercia de tout son cœur son épouse de sa présence d'esprit et jura par ses grands dieux que jamais plus il n'invoquerait le diable en personne. Et c'est déjà la fin du conte. Il y a Pixel qui cherche des noix à fax. Non, en fait, elle voulait monter là-haut. Ah, d'accord. Du coup, elle s'est cassée la gueule sur la pomme de fois. Bah bravo. Elle est douée, ce petit chaton. Elle est douée, cette petite chatonne. Et oui. C'était le dernier conte de la soirée. Et oui, déjà. Ça file, ça file, ça file. Et donc, avec cette petite chatonne, viens là. Youps. Avec Pixel, on va dire au revoir à YouTube. Tu dis au revoir à YouTube. Donc, lever la tête comme ça veut dire au revoir à YouTube. Tant pis, il faut que j'appuie sur un bouton. Au revoir YouTube.